Beshem Hashem, Naaseh Venasliach. Alim Litroufa, ou presque. Les lettres qui aguerrissent. De Rabbi Nathan. Ce soir, Baruch Hashem, par un concours de circonstances, on va l'appeler comme ça, plutôt que de la négligence. On va rembobiner, on va faire le prologue de Alim Litroufa. Rabbi Nathan a voyagé en Eretz Israël. On a une biographie de Bri, de Rav Menachem Chaim Kramer, les Breslavers des États-Unis, qui a donc il a fait une biographie de Rabbi Nathan très riche en tirant sur beaucoup de sources, en comparant les sources. Et vu que Alim Litroufa, ça commence, si je me souviens bien, en 1810, pardon, 1822, excuse-moi. Et la biographie de Rabbi Nathan, elle commence bien plus tôt. Rabbi Nathan, il est né dans les 1700. Donc le voyage en Eretz Israël de Rabbi Nathan, il s'est passé avant que Rabbi Nathan ne commence ses lettres avec son fils. Rabbeinu était déjà enterré en 1810 aussi. Et voilà, 1822, la première lettre de Rabbi Nathan. Le voyage en Eretz Israël de Rabbeinu, c'était pour faire 4 amot en Eretz Israël. Il a fait, Rabbi Nachman de Breslev, il a fait 4 amot, il a marché quelque part en Eretz Israël, sur la plage, à Haïfa. Et aussitôt, il a dit à son chômage, c'est bon, je suis prêt à rentrer à la maison. J'ai accompli ce que j'avais à accomplir. Alors, on ne prétend pas qu'on va comprendre ce qu'il avait accompli. Son chômage a dit, Rebbe, s'il vous plaît, maintenant on va visiter les Kivrei Tzadikim. Bon, si tu insistes, on y va. Il faut comprendre qu'à l'époque, à la date où Rabbeinu était en Eretz Israël, il se passait en même temps la campagne militaire de Napoléon en Israël. Donc Rabbeinu, il a rencontré Napoléon, il a discuté avec lui pendant la guerre en Israël. Et c'était quand même un danger important. Rabbi Nathan, il a fait face à certains dangers pendant son voyage en Eretz, mais c'était beaucoup plus soft et c'était pas une période de guerre. Alors on va commencer quand Rabbi Nathan arrive à Istanbul. Alors Rabbi Nathan, il prétendait qu'il était un citoyen autrichien. Donc à l'époque, depuis 1793, la région natale de Rabbi Nathan, elle était devenue russe. Donc c'était plus autrichien. Mais Rabbi Nathan, il trouvait que c'était plus sûr de prétendre qu'il était d'origine autrichienne pour faire ce voyage, parce que pour passer par Istanbul, il fallait passer par l'Empire ottoman. Il s'est dit que l'Empire ottoman et les Russes, ils n'étaient peut-être pas aussi copains que l'Empire ottoman avec l'Autriche. Donc Rabbi Nathan, on voit que souvent c'est un peu un trompe-la-mort. Il veut pas utiliser des subterfuges pour se sauver, mais il va pas non plus jouer avec le feu quand il peut avoir une solution naturelle. Dans Sefer Hamidot, Rabbeinu il dit clairement, si tu as un moyen de te sauver d'un problème, d'un danger, sans on va dire dégainer un miracle, mais en dépensant de l'argent, fais-le, dépense de l'argent. Utilise tes efforts naturels. Pour le moment, c'est ça que Rabbi Nathan a fait. Et à Istanbul, il a fait face à un problème. C'est que donc, ses papiers d'identité, ses papiers de voyage, son visa, a été déclaré illisible par les autorités
frontalière. Istanbul, c'est un port international, même à l'époque. Et du coup, pour quitter Istanbul, il faut, pour monter à bord du bateau, il faut un tampon des autorités portuaires locales. Et donc, il faut que le garde-côte, il donne son tampon. Et il voulait pas. Il dit non, ces papiers, j'arrive pas à les lire. Allez au consul de l'Autriche. Ok. Il va au consul l'Autriche qui lui dit j'arrive pas à lire. Vous irez voir le vice-consul. Il est disponible le vendredi matin. Ah, ça veut dire que je vais passer Shabbat à Istanbul. Ok. Erev Shabbat matin, il passe 3 heures à attendre le vice-consul qui lui déclare ses papiers illisibles. Et là, Rabbi Nathan y retourne à son appartement et il pleure, il crie. Hachem, je t'en prie, je suis un étranger dans un pays étranger. Je n'ai aucun ami ici. Je suis en danger, quoi. Le vice-consul lui a posé ces questions. Bon, où est-ce que vous allez? À Yerushalayim. Donc Yerushalayim, à l'époque, c'était pas encore sous l'Empire ottoman. Donc il sortait de l'Empire. Et le vice-consul lui dit, la politique de l'Empire ottoman, c'est d'empêcher les gens de sortir avec de l'argent. Donc si vous voulez faire affaire à l'étranger, on n'est pas d'accord. C'était très dur. Non mais je vais revenir tout de suite. Je passe juste quelques jours de vacances et je reviens. C'est pas des vacances bien sûr, mais je reviens tout de suite. Je reviendrai faire des affaires chez vous. Mais quand même, il voulait pas lui donner un passeport en règle. Alors, il fallait attendre pour ça, de voir le consul en personne, lundi prochain. Alors, Rabbi Nathan avait le cœur brisé. Il a passé tout le Shabbat, le dimanche, à prier, à attendre impatiemment. Un peu comme la princesse disparue, qu'on va revoir dans quelques minutes. Lundi matin, le consul lui a fourni les documents. Et là, il s'est rendu compte que son contact, on va dire son agence de voyage, c'était un juif bilingue qui parlait suffisamment yiddish et suffisamment turc pour l'aider à voyager jusqu'au port d'Alexandrie en Égypte, pour ensuite arriver en Eretz Israël. Il n'y avait pas de bateau direct Istanbul-Israël. Et là, il s'est rendu compte que son agence de voyage l'avait roulé. Il avait pris une marge bien trop généreuse, mais il s'est dit, je vais payer l'argent. Parce que si je demande à quelqu'un d'autre, certainement que je vais on va me proposer des prix encore plus exorbitants. Et comme j'ai aucun moyen de vérifier ce qui est vrai ou pas, je vais me plier à ce premier prix. Donc, encore une fois, il va vers la simplicité. Même quand il sait qu'il est en train de se faire rouler. Donc finalement, le bateau a pu larguer les amarres, démarrer le mercredi qui suivait l'obtention de ses papiers. La semaine suivante, après 5 jours de voyage, le lundi, ils arrivent au détroit des Dardanelles. C'est un passage très rocailleux. Et là, il y avait un orage, avec du vent, qui soufflait dans tous les sens. Et ça chahutait le bateau. L'autre juif qui a eu ses papiers du consul en même temps,
un certain Rabbi Yehuda Eliezer, était terrifié parce qu'il voyait que les marins, hein, ils essayaient tant bien que mal de garder le bateau dans un chemin droit et de faire en sorte que le bateau ne se retourne pas. Alors il a couru dans la cabine de Rabbi Nathan et il a supplié, je t'en prie Rabbi Nathan, commence à prier. On est en grand danger là. Rabbi Nathan, il a pleuré pendant 2 jours pour obtenir son passeport. Mais face à une tempête, il est détente. Ok, on va prier. Et juste après la prière de Rabbi Nathan, la tempête s'est calmée. Le lendemain, la météo était complètement normale. Ensuite, le mercredi qui arrivait, ils sont arrivés à un orage encore plus violent que le précédent. Ils voyaient à l'horizon d'autres bateaux qui étaient en train de se faire balader comme des poupées, comme des marionnettes. Donc ils voyaient que le danger était très très grave. Donc ils ont lâché les voiles, ils ont baissé pour que le vent ne puisse plus pousser sur les voiles du bateau. Ils ont jeté l'ancre pour stabiliser le bateau. Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Eliezer sont tous les deux tombés malades. Et cette nuit-là, juste après cet orage terrible, il y a un des matelots qui était malade. Il avait une rage de dents. Alors pour se soulager, supporter sa maladie, il a allumé un feu dans la cabine. Apparemment, c'est la cabine que partageait Rabbi Nathan. Et on sait, un feu à bord d'un bateau, c'est pas une bonne idée. Alors, le problème, c'est que le vent de l'orage continue à souffler. Et finalement, le feu a diffusé dans la cabine. Et le feu a commencé à brûler la table de la cabine. Et Rabbi Nathan, il était exténué d'avoir survécu à ces 2 orages. Il avait besoin de dormir, mais il ne pouvait pas dormir dans une cabine où il y a le feu. Et le bateau, il voulait rien savoir, il ne voulait pas éteindre le feu. Rabbi Nathan, il devait se taire, supporter d'être face à un incendie à bord d'un bateau, et il ne pouvait pas dormir. Au Hachem, finalement, quelqu'un d'autre a éteint le feu et ils ont pu passer ce danger. Et c'est de là que vient le titre de cette biographie, Par le feu et par l'eau, d'après le Teilim 66, Pasuk 12, Baesh ou Babaï. Ensuite, Rabbi Nathan, on va sauter quelques jours, il est arrivé en Mitzrayim, à Alexandrie. Là-bas, il y avait des Bnei Israël qui habitaient à Alexandrie. Il était arrivé à la paracha de Bamidbar. Il a passé aussi Shavuot à Alexandrie. Là-bas, ils ont lu le Tikkun de la nuit de Shavuot avec des Sfaradim. Et Rabbi Nathan était en extase de voir comment eux ils passaient la soirée de Shavuot. Et il a eu des chidushim pendant la soirée de Shavuot. Une fois les jours de Yom Tov passés, ils sont repartis. Alors il y a une anecdote. Comment est-ce que Rabbi Nathan a fait pour passer ses jours à Alexandrie? Alexandrie, c'est un port, aussi un port international. Et pour ne pas se faire ronger par les sollicitations répétées des différents pauvres qui venaient récolter de l'argent,
ils avaient établi des règles de tzedaka très strictes. Je vais me dire, c'est peut-être un peu abusé, mais ils avaient instauré une règle. On ne reçoit les invités de passage dans la Achnasat Orchim, la maison d'accueil des voyageurs, que pour 3 jours. Après, il faut payer. En Europe de l'Est, ça se faisait beaucoup plus facilement. Les synagogues, plus la ville était grande, plus il y avait un nombre de chambres important, attenant à la choule, à un Beth Midrash, et on accueillait les gens là-bas. Et ils pouvaient rester gratuitement pendant des jours et des jours. Maintenant, on nourrissait. À Alexandrie, c'était 3 jours, et après, il faut évacuer les lieux, même s'il n'y a personne qui en a besoin. Quand Rabbi Nathan est reparti, il était aux Anges parce qu'il avait réussi à vendre un Likutei Moharan et un Sefer Midot aux Juifs d'Alexandrie. Et là, Rabbi Nathan, il a dit Baruch Hashem, que j'ai réussi à diffuser Rabbeinu jusqu'ici, jusque dans un autre pays. Et nous, Baruch Hashem, avec un message WhatsApp, on peut diffuser Rabbeinu dans plusieurs pays à la fois, sans bouger de notre chaise. On n'a pas besoin de se mettre en danger, de dépenser des sommes folles. Et on diffuse Rabbeinu aussi. Donc, Yiratzon, Shenizke, où qu'on aille, d'accomplir ces paroles de Rabbeinu. Bechol makom shani olech, en tout endroit où je vais, je me dirige vers Israël. Même si Rabbeinu a fait 4 pas et qu'il voulait retourner, ensuite il voulait ressortir de Israël, partout où il va, il se prépare à vivre en Eretz Israël. Chaque fois qu'on apprend la Torah, comme dit Rashi, en Chutz Laaretz, c'est Mishum Chinuch. On s'entraîne à faire les mitzvot. Le vrai ring de l'accomplissement des mitzvot, c'est en Israël.